Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. Bonjour à toi et merci d'être là pour ce nouvel épisode. Je suis assez content parce que ça fait longtemps que je voulais traiter ces deux sujets qui me tiennent à cœur, que sont le féminisme et la méditation. Alors d'une part la méditation, parce que c'est quelque chose qui a transformé ma vie, dans ma conscience de moi-même et du monde, dans les relations que je peux avoir avec les autres, dans la confiance en moi, ou même dans ma stabilité émotionnelle et mentale. Et d'autre part le féminisme, parce que je pense que c'est un enjeu clé de notre siècle, autant pour éliminer les discriminations et les inégalités, que pour la reconnaissance et la valorisation de ce que les femmes font et ont fait. Et je pense que c'est un sujet qui est méga complexe, donc j'avais envie d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu. Et ça tombe bien parce que l'invitée de cet épisode, Caroline Le Sire, couvre très bien ces deux sujets, puisqu'elle est instructrice de pleine conscience et cofondatrice de l'association Émergence, dont les actions se situent pile entre la partie méditation et pleine conscience et l'engagement citoyen et écologique. Et Caroline est également une féministe et militante engagée. En plus de plusieurs ouvrages, elle a lancé un podcast qui s'appelle Donne-moi des ailes, et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découverte, qui traite du patrimoine, vous allez bientôt comprendre ce que c'est, et qui demande à des hommes et des femmes de venir parler de leurs inspirations féminines. En plus, c'est quelqu'un qui étudie et qui essaie de comprendre scientifiquement tout ce sur quoi elle travaille. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. C'est une discussion un peu perchée, mais c'est ce que j'adore pour ma part. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caroline et bienvenue sur Changer d'air. Salut Clément. Merci beaucoup d'être là. On a enfin trouvé une date. Je suis très heureux. En plus, on a bien mangé au restaurant. Je sais que t'aimes pas les étiquettes et que je partage cette histoire de se présenter, mais j'ai envie de te décrire comme une militante, Ouais. comme quelqu'un qui transmet. Tu parleras peut-être de tes études, mais t'es quelqu'un qui apprend beaucoup, j'ai l'impression aussi. Dès qu'un sujet t'intéresse, tu vas le creuser. T'as créé l'association Émergence dont on va parler. T'es auteur de plusieurs livres. Et là, moi, je t'ai découvert sur le podcast qui s'appelle Donne-moi des ailes. E2LES. Et donc, si j'ai rien oublié ou si tu as ajouté, moi, j'ai envie de te demander pour te présenter, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui est important dans ta vie? Non, t'as rien oublié, si ce n'est que je suis maman C'est vrai. d'une fille qui a 10 ans et elle fait partie, outre le fait que c'est important, sa présence dans ma vie a changé beaucoup de choses quand même, aussi en lien avec mes engagements. Donc je pense que dans ce titre, à ce titre-là, c'est intéressant, sinon on pourrait se dire, c'est pas le sujet. Non, mais complètement. Mais sa présence dans ma vie a changé beaucoup de choses, donc oui, j'honore sa présence. Et les liens, en fait. C'est les liens. Les liens, je dis souvent... alors ça fait un peu pompeux, mais que je suis une tisseuse de liens. J'aime cette idée des liens. Et je crois aussi que c'est pour ça qu'en fait, dès qu'un sujet me passionne, je me mets aussi à le transmettre. Ok. D'où le fait que parfois, je me dis, je pourrais aussi juste profiter, au sens, tu vois, apprendre pour le plaisir, pas forcément... mais voilà, c'est plus fort que moi aussi. Et je crois que parce que... en raison des liens aussi. Ok, merci. Comment elle était l'enfant Caroline et pourquoi elle a pris le chemin que tu as pris? Ah, c'est intéressant, bonne question. C'est bien qu'on se soit pas préparé. C'est super. L'enfant Caroline, écoute, honnêtement, je me sentais pas appartenir à ma famille. Ok. C'était très curieux. J'avais l'impression, tu vois, d'être d'une autre planète. C'est curieux. Et donc, j'ai énormément d'amour pour mes parents. Mon papa a 89 ans aujourd'hui, tu vois, il m'a eu tard dans sa vie. Et j'ai beaucoup de gratitude qu'ils soient encore vivants parce que, voilà, 89 ans quand même. On a un très beau lien d'amour et de proximité. Ouais.
Et en même temps, justement, c'était un milieu qui était pas du tout dans ce que je fais maintenant. Famille d'origine catho, mais plus vraiment, la foi vivante, Ouais. pas vraiment de spiritualité, de liens en vivant parce que c'était aussi l'époque, tu vois? Je suis née dans le début des années 80, il y avait pas cette prise de conscience écologique, ça commençait doucement, mais donc par contre, ils m'ont transmis et ça, c'était super je crois que c'est grâce à eux, à ma maman, à mon papa, que j'ai eu envie très tôt de lutter contre les injustices, que j'ai eu cette conscience-là, aussi un peu liée au christianisme, en tout cas, qui était un peu présent à la maison, même si c'était pas très, très présent. Mais c'est vrai que je me sentais dans l'histoire de Intéressant. tu vois, je cherchais plus grand, quoi, tu vois? Il y avait quelque chose où je sentais que j'étais un peu à côté et donc c'est vrai que maintenant quand je vois, bah, ce chemin autour de la méditation que finalement, mes parents ont rejoint quelque part, donc c'est rigolo en fait de voir qu'on Ouais. a pu se retrouver dans tout ça, mais c'était pas acquis à la maison. Il y avait plutôt même quand j'ai rencontré donc mon compagnon avec qui on a créé Émergence, donc j'étais assez jeune, j'avais 22 ans et j'avais des gros préjugés en fait sur, ce qu'on appelle avec des grosses guillemets «le développement personnel». On en parlera Ouais, peut-être que voilà, complètement. ni toi ni moi on aime ce terme, mais voilà pour moi c'était, tu vois, un truc, superficiel, nombriliste, Ouais. donc c'était tu vois, moi mes parents étaient tous les 2 enfin oui, ils étaient tous les 2 enseignants, donc c'était une autre, tu vois, un milieu plus pas populaire, mais c'était pas ce milieu de la en tout cas de la pleine conscience et ouais, de la connaissance de soi, c'était pas les mêmes voies, tu vois? Donc OK. voilà, mais OK. j'étais une petite fille du coup, ouais, je pense déconnectée du vivant. J'aime beaucoup l'expression de Pablo Servigne, il appelle ça, être hors sol. Donc je vivais pas dans une grande ville, on était en campagne, enfin dans une ville de province, mais voilà, la nature comme décor, quoi. Mmh. Donc tu vois, il y avait pas cette conscience et donc là aussi, je suis contente d'avoir pu, redécouvrir, plus tard et de pouvoir transmettre du coup à ma fille, ça. Moi, je voyais mon père désherber au Roundup en étant tout Ouais. content que d'avoir un beau jardin. Ouais, je Mais à nouveau, tu vois, je lui en veux pas et j'ai aucune, j'espère que ça passe pas pour quelque chose de prétentieux, tu vois? C'était vraiment l'époque, enfin, tu mmh. vois, je veux dire, Le modèle était comme ouais, ça. le modèle, c'était vraiment, vraiment ça, donc vraiment, voilà. C'est intéressant, merci. Et comment alors, peut-être soit nous raconter ton début de parcours, comment est-ce que tu arrives vers le développement personnel sans pour utiliser le mot Ouais. ou vers la pleine conscience? Là, ouais, c'est très marrant. Je vais essayer de faire court. Hem, donc Tu as moi, fait j'ai des fait études à Sciences Po? voilà, moi, j'ai fait Sciences Po et vraiment avec c'était très précis dans ma tête, je voulais faire de l'humanitaire. OK. J'en suis revenue. OK. Tu as fait 7 ans quand même de Ouais, mais c'était pas vraiment de l'humanitaire, mais vraiment à l'époque, je voulais vraiment faire, tu vois, l'humanitaire, MSF, machin et ça, c'était vraiment lié à une, expérience que j'avais vécue, quand j'étais en terminale. On était partis, avec, la prof de religion. Du coup, j'étais en école catho, s'occuper d'enfants des rues au Brésil, tu vois? Donc c'était un projet très, tu sais, white savior, machin, enfin tout ce qu'aujourd'hui on répugne, Mmh. mais en même temps, c'est vrai que bon, c'est clair que ça m'a ouvert les yeux. Enfin, tu vois, pendant 2 ans, on a préparé ce voyage, donc voilà, je suis tout à fait consciente des limites, mais ça m'a quand même ouvert les yeux sur plein de choses. Ouais, juste ce que tu dis, c'est, les limites de l'humanitaire ou le Ouais, du white complexe du white savior savior, tu vois? de Tu vas pays de là-bas, riches qui arrivent, qui voilà, nous payent et tu vois, tu amènes des jouets, je sais pas ce qu'on avait ouais. amené pour bon bref. Donc Mais ouais. toi, en tant que personne, tu réalises quand même ce que c'est de l'autre côté, Oui, ça m'a de la hyper nourrie planète. et notamment, c'était une super asso avec laquelle on était partis là-bas et je lui ai dit à Didier, le gars qui a créé cette asso, je me rappelle, ces mots sont gravés en moi moi j'avais 17 ans à l'époque mais je vais venir, hein, je t'ai pas oublié. J'étais en larmes, devant, bah, tu vois, il y avait des gamines qui avaient 12-13 ans, qui étaient dans la rue avec, des jets de gosses, tu vois, avec le tube de colle collé, enfin vraiment des trucs horribles et moi je pleurais, tu vois? Je me disais, je me revois vraiment en disant: «Mais enfin, c'est quoi ce monde?» Et lui m'avait dit et je l'ai gardé en tout cas enfin ouais, je le garde vraiment, je m'y reconnecte souvent de dire, «Mais là tes larmes, c'est pas ça, c'est pas maintenant, tu vois? Là on est là, tu es venue, ben, sois présente, voilà, Mmh. on devait faire des trucs, des animations et tout. Par contre après garde cette colère, garde cette indignation pour témoigner plus tard». Et parce que j'étais dans une posture, tu vois, justement, qui était, bah, on en parlera peut-être Ouais. de cette fatigue empathique, enfin, tu vois, ce truc où ça résonnait, tu vois? Je voyais leur souffrance, je résonnais, mais c'est pas ça le truc, c'est que si tu fais ça, tu pleures sur ton sort, tu pleures d'être une petite fille riche, privilégiée, c'est pas ça, tu vois? Donc c'est vraiment qu'est-ce que tu peux faire de tes privilèges pour transmettre, pour, dénoncer, pour, donner la voix aussi, bref. Et donc j'étais vraiment partie sur cet axe-là et donc je bossais pas encore, dans l'humanitaire. J'étais encore en train de terminer mon cursus en Sciences Po. Je rencontre Ouais. Ilios et rapidement, on a créé l'asso Émergence et en fait, moi, j'ai vraiment créé l'asso, à la base
c'était vraiment pour l'aider, entre guillemets, tu vois. Lui, il était chercheur en psycho, passionné déjà de méditation et j'avais des compétences, organisationnelles plus développées que lui. Ça reste d'ailleurs un peu le cas, même si les rôles se sont équilibrés. Donc à la base, c'était vraiment, c'était vraiment, du coup, on s'entraide. C'était mon amoureux, enfin ça l'est toujours d'ailleurs. Donc je suis rentrée là-dedans vraiment, tu vois, pas intéressée, en gros, tu vois? Moi, ce monde-là, moi, je sauve le monde, toi, t'es sur ton coussin. Ouais. Gros cliché, quoi. OK. Alors que tu vivais avec lui, enfin, tu partageais sa vie depuis Oui, quelques temps déjà, depuis quoi. quelque temps, mais ça faisait pas très longtemps, mais ouais, mais donc du coup, j'étais là, c'est chacun son truc. Enfin, on s'aimait beaucoup et on s'aime toujours beaucoup, mais voilà, vraiment, je voyais ça comme 2 pôles, quoi. Et ce qui est encore d'ailleurs, c'est encore un des trucs, un cliché, contre lequel on doit lutter. Et puis, à un moment donné, je me suis dit: c'est vrai que je parle quand même beaucoup. Donc moi, j'avais mon boulot, on va dire dans le développement, avec ces projets de mutualité de santé dans différents pays d'Afrique francophone. Et puis, comme bénévole, si tu veux, on avait mis sur pied cet asso qui était encore assez balbutiante. Et donc, c'est vrai que je répondais aux mails, je faisais des trucs comme ça. Donc, je parlais quand même beaucoup de méditation que je ne pratiquais pas, que je ne connaissais pas. Donc, à un moment, moi qui suis très, tu sais, j'ai besoin d'être alignée, je me suis dit, tu vois, je me sentais pas tout à fait éthique. Alors, je vendais pas parce que c'est une asso, loi 1901, mais quand même, c'était curieux d'en parler. On organisait des grands rassemblements avec Christophe André, Mathieu Ricard. Moi, tu vois, c'était pas mon truc, entre guillemets, tu vois. Même si, voilà, ces rencontres, c'est encore autre chose que de pratiquer de la méditation, tu vois. C'était très nourrissant, mais je pratiquais pas, quoi. Donc, tu as organisé des rencontres de méditation avec Mathieu Ricard. J'ai pratiqué pas. Et tu pratiquais pas tout ça. C'était le tout début. C'est extra. Et puis après, quand même, je me suis dit, voilà, c'est bien que j'aimerais bien découvrir, quoi. Et donc là, j'ai suivi un cycle de 8 semaines et vraiment, ça a révolutionné ma vie. Et pour rejoindre le truc du début, c'est qu'alors, ça m'a tellement impacté, bouleversé que j'ai eu envie directement de me former. Donc finalement, j'ai fait ce cursus en 2 ans. On a un cursus universitaire en Belgique qui est piloté par l'Université libre de Bruxelles. Ouais. Et c'est génial parce qu'en fait, moi, j'en parle parce que c'est une formation qui dure 2 ans. Alors évidemment, c'est pas 2 ans de cours, mais le fait que le trajet dure 2 ans, c'est génial parce que tu as l'occasion, entre les modules, de vraiment cheminer. Oui, c'est pas quelque chose qui s'acquiert en théorie. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres écoles qui te vendent des formations de méditation en 5 jours. Et en soi, tu vois, why not? Mais moi, j'ai adoré le fait de pouvoir intégrer, approfondir, et du coup, le vivre aussi, comme on disait, dans mes relations, dans mon quotidien, avec les tensions que ça me provoquait. Et donc là, effectivement, j'en suis plus jamais sortie. Mais c'est génial parce que l'asso, je vais me taire, mais l'asso, du coup, elle est vraiment le produit de nos deux. Tu vois, c'est vraiment né de mon engagement de sauveuse que j'ai du coup complètement retransformé grâce à la méditation, parce qu'il y avait des billets complètement égotiques et plein d'autres. Et puis Elios qui, lui, venait d'un autre monde, mais bon, voilà, tu pourras l'inviter si tu veux savoir sa vie, mais un autre monde où il s'était plutôt fait... Un monde scientifique de la recherche. Ouais, et puis aussi par rapport à... Voilà, il avait grandi dans une secte, en gros, donc il avait un peu cette conscience d'avoir... s'en être sorti tout seul, quoi. Si on veut, on peut. Et là, en fait, je crois que le fait qu'on se mette ensemble, ça lui a aussi... il a vu aussi beaucoup plus les mains tendues, toi, tout ce truc contextuel qui fait qu'en fait, tu t'en sors jamais tout seul, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu un ovni émergence qui est très lié à nos deux parcours. Et vous, ok. Et ça fait plein de fois qu'on utilise le mot méditation. Qu'est-ce que c'est, la méditation? Alors moi, j'adore une définition qui n'est pas la mienne, qui est une définition d'un psychiatre belge qui s'appelle Edelmax, qui est flamand, avec qui d'ailleurs je viens de faire une retraite en silence, qui est un peu le John Kabat-Zinn belge. Okay. Parce qu'il est psychiatre aussi. Ouais. Enfin, John n'est pas psychiatre, mais il a utilisé beaucoup la méditation dans le milieu hospitalier, comme John, là pour le coup. Et lui, ça tient en 3 mots. Lui, pour lui. Et donc moi, je fais mienne sa définition avec sa permission, c'est s'arrêter, observer, agir. Et en fait, je trouve ça génial parce que, tu vois, on en parlait déjà off, c'est s'offrir des temps d'arrêt, en fait. Ouais. Juste venir à sa rencontre. Je viens à ma rencontre. C'est quoi dans mon corps? Mais qu'est-ce qui est là, en fait? Est-ce que je me suis déjà écoutée, ressentie aujourd'hui? Et puis observer, du coup. Et après, agir ou non agir. Enfin, continuer à faire ou arrêter. Ouais. Ou faire, mais... C'est une très belle définition. J'adore parce qu'elle est simple. Alors, c'est pas du tout l'officielle de John, mais ça, vous pouvez aller voir sur Internet, elle est partout. Je vais citer John Kabat-Zinn dans les commentaires. Il y a un de ces bouquins, là, Méditer, qui m'a... Ok, trop intéressant. Et donc, ça amène à quoi, là, s'observer, s'arrêter? Qu'est-ce que ça t'a bouleversé, cette formation? Alors, moi, je pense que ça change tout. Ça change tout.
c'est très en lien finalement avec la dernière chose que je fais, dont on parlera peut-être, qui est mon engagement féministe au service du matrimoine. Je trouve qu'il y a un lien vraiment parce que j'ai l'impression que tout comme avec ce matrimoine, on va vraiment changer de regard sur l'histoire qui nous est racontée. La méditation, en fait, elle te fait changer de regard sur l'histoire que tu te racontes. Donc pour moi, il y a vraiment une continuité. Dans ma vie, souvent, j'ai l'impression que de l'extérieur, ça pourrait faire comme si, tu vois, ça change, quoi. Humanitaire, méditation, méditation, féminisme. Mais pour moi, il y a vraiment... Moi, je vois la ligne, tu vois. C'est continuer. Tu vois, c'est vraiment... Parce que là, je trouve que toutes les actions qu'on mène avec Émergence, c'est tellement en lien avec tu vois, l'envie qui était là quand j'étais jeune, quand j'ai de changer le monde, on va dire. Ben moi, à l'époque, quand j'étais ado, c'était l'humanitaire, tu vois. C'était ça qui était dans mon référentiel. Ouais. Mais là, les choses qu'on fait, elles changent tout autant, voire peut-être plus, en tout cas de manière beaucoup plus éthique, le monde, que d'aller penser sauver. Donc, je pense que ça change tout. Et puis surtout, je crois souvent on dit qu'on est l'outil à travers lequel on peut changer le monde, quoi. Tu vois, je veux dire, on peut dénoncer, on en a parlé aussi, on peut se lamenter, mais finalement, c'est nous, quoi. Ouais. Donc, si on prend pas soin de la personne qui est là, eh ben, elle va pas pouvoir faire sa part. Donc, c'est très bien dit. Et c'est lié à la pleine présence, la pleine conscience. Oui, alors là, vraiment, honnêtement, c'est alors, je vais pas dire que c'est des querelles qui valent pas la peine, mais en fait, c'est vraiment cette traduction, tu vois. Donc, c'est pour ça que nous, en fait, on organise cette première journée de la méditation qu'on a appelée en fait méditation mindfulness, parce que justement le mot, la traduction qui en fait à la base, tu vois, elle date d'il y a très longtemps, c'est le moine zen Thich Nhat Hanh qui dans les années, je crois vraiment 70, quand il a fondé sa communauté, le village des pruniers, voilà, il a utilisé cette traduction qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai qu'elle est remise en question. On dit que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, ce qui est vraisemblable, mais au fond, on parle de la même chose. Donc, c'est vrai que le mot présence, souvent, on l'a utilisé pour notre appli. C'est un beau mot, la présence, d'amener la présence au cœur de nos vies. Mais au fond, tu vois, je trouve que c'est dommage parce que, comme dans tous les milieux, il y a parfois des petites querelles. Voilà, on parle de la même chose, quoi, tu vois. Ok, merci. Et qu'est-ce que c'est, du coup, Émergence, et pourquoi est-ce que vous appelez ça Émergence? Je vois que tu aimes bien ce mot. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, Émergence, donc c'est l'asso qu'on a créé avec Ilios, donc en 2009, ça va faire 15 ans cette année, en septembre. À la base, donc c'était vraiment ça, les activités de l'asso, c'était principalement ces fameuses journées émergentes. Donc, il y aura donc la 15e édition en octobre, les 5 et 6 octobre de cette année, à Bruxelles et en ligne. Ces fameuses conférences qu'au début j'ai organisées sans trop savoir de quoi il s'agissait, en tout cas à la première personne, on va dire. J'avais évidemment lu, mais ça n'a rien à voir, tu vois. C'est comme lire une recette de cuisine et manger le plat. Et donc voilà, on s'était dit qu'on voulait créer les conférences auxquelles on aimerait assister, donc c'est-à-dire sortir un peu la science et la recherche du labo. Parce que comme tu le disais, Ilios, il a ce background de chercheur. Il y a plein de papiers qui sont écrits sur la méditation et en fait, c'est réservé à des gens, voilà, à une toute petite minorité de gens qui vont vraiment aller lire. Parce que même quand ça sort dans les médias, souvent... C'est déformé. Oui, c'est déformé, parce que c'est compliqué aussi de lire la littérature scientifique. Et donc nous, on avait vraiment envie de parler de sujets engagés, mais avec ce prisme scientifique parce que, justement, moi, j'ai rien à titre personnel contre d'autres tendances, mais on voulait vraiment amener un fondement scientifique parce que, comme je te disais pour le féminisme, pour moi, c'est pas du tout une idéologie. Et pareil, pour ces questions de prendre soin de soi, c'est pas une tendance nombriliste. Il y a vraiment des faits à tester. Alors, c'est pas la panacée, ça guérit pas tout. mais vraiment... Ça suffit pas dans la vie. Mais du tout, mais il y a plein d'études qui montrent aussi tout ce que ça peut amener dans un monde qui est pour l'instant quand même en grande perdition, qui peut amener au collectif, qui peut amener aux individus. Donc, on avait vraiment envie de prendre cet axe-là. Ouais. Et donc, on a créé l'asso. Donc, d'abord, avec ces conférences qui avaient lieu une fois par an, où on proposait plusieurs regards, donc des regards de philosophes. Mathieu Ricard, qui est vraiment présent depuis la première édition, qui est un scientifique, qui est biologiste, généticien à la base, et qui a bien sûr après est devenu moine, mais qui a vraiment cet ADN, tu vois, de chercheur, de scientifique. Il a d'ailleurs contribué à plein de recherches. Il était Kobe, tu vois, avec plein d'autres...
plein d'autres méditants au début des études. Mais t'as Ouais. Donc c'était pas évident d'ailleurs apparemment de méditer dans un IRM, tu vois, où tu peux pas bouger et t'es bombardé de sons. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et donc il y avait lui, mais il y avait des chercheurs, des témoins, des chercheuses et des chercheurs, même si au début, moi j'étais complètement aveugle à cette question et donc c'était que des mecs sur scène. On en reparlera peut-être. Entre-temps, ça a changé. Je me suis aussi réveillée sur ce sujet. Et donc, du coup, on a d'abord donc fait ces journées. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé aussi à avoir des gens qui proposaient les cycles, dans ces fameux programmes d'initiation à la méditation, dont Ilios et d'autres. Et puis après, c'est vrai que les gens nous disaient toujours: «Ah mais c'est super les journées d'émergence, mais c'est qu'une fois par an». Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que tous les mois, quasiment, il y a une conférence. Donc on invite un auteur, une autrice, un ou une philosophe. Et donc ce qui est bien, c'est que depuis le confinement, c'est aussi en ligne. Et donc ça permet aussi de rendre plus accessible, puisque sinon, c'était Bruxelles, qu'on soit en Belgique, parfois c'est compliqué de se déplacer. On peut avoir quelqu'un dont on doit prendre soin à la maison et tout. Donc voilà. Merci. Et alors, t'as pas répondu à la question sur qu'est-ce qui émerge? Ah oui, pourquoi le nom? Excuse-moi, pourquoi le nom? Alors moi j'adore il y a un phénomène, le nom, il y a plein de raisons, mais ce qu'on aimait beaucoup, c'est qu'en fait le phénomène d'émergence en physique, c'est que le tout est plus que la somme des parties. Donc tu vois, on a parlé au début de ce qui m'animait, les liens et tout ça. Je trouve ça magique ce qui émerge justement de l'intelligence collective, justement, tu vois, ces fameuses journées émergence. On avait plein de penseurs, de penseuses qui ont vraiment, qui viennent d'un point de vue différent en fait sur le sujet. On a parlé de la mort, on a parlé de la psychologie positive, on a parlé de l'émerveillement. Donc on prend vraiment des sujets et l'amour. Enfin vraiment, il y a plein de sujets qui sont développés et la puissance des liens. Il y a vraiment et on les prend sous différents angles. Ouais. Et donc c'est génial de voir aussi à quel point on peut être parfois conditionné, empêché, comme on l'a dit, par nos héritages familiaux, culturels, les écoles qu'on a faites, les croyances. Et donc de venir dans un lieu un peu safe, quoi. Tu vois, on vient, on sait que c'est un lieu bienveillant, on vient interroger et puis on est ensemble. Donc tu vois, il y a beaucoup d'intelligence collective au cours de la journée, il y a beaucoup d'art aussi, pour aussi vivre les processus, tu vois. Donc voilà, donc c'est émergence, le phénomène qui est dit que vraiment le tout est plus que la somme des parties. Et émergence au pluriel parce que voilà, j'aime cette idée de pluralité, de lien. Plein de nouvelles choses. C'est ça, je crois. Puis on aimait bien, on trouvait que le mot était beau, je sais pas. Je suis d'accord. C'est un sujet, moi, dont je discute beaucoup avec Jeanne et avec plein d'autres, je pense, la vision de la méditation comme quelque chose, tu as utilisé le mot de nombriliste. De, en fait, c'est super sympa, tu veux sauver le monde, mais tu te mets en taillant chez toi et tu fermes les yeux et tu te regardes uniquement toi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est marrant parce que ça fait partie des idées reçues, tu vois, que moi j'aime bien débunker. Je vois pas comment. Enfin, de nouveau, en fait, la méditation qui maintenant est quand même plus connue qu'il y a quelques décennies, elle souffre aussi de ça. Plus une pratique elle est connue, plus elle va être un peu dévoyée. Donc, en fait, tant mieux quelque part, c'est que ça progresse. Mais c'est dommage parce que voilà, c'est cette tendance, tu vois, on sait bien que Camille Test, elle a sorti un essai génial là-dessus sur toute cette marchandisation du développement personnel, qui est un secteur, toi, le bien-être, qui, voilà, on en parlait, des youtubeurs, des tiktokers et tiktokeuses et des marchands de rêves, mais qui utilisent, en fait, notre grande vulnérabilité, le mal-être, l'aliénation, qui utilisent ça pour faire de l'argent. La volonté profonde. Et donc, c'est sûr que c'est aussi à cause de ces messages qui sont souvent des messages très simplistes. Si on veut, on peut, avec des fins très utilitaristes, tu vois, de dire, si tu médites, tu seras plus ceci, tu seras une meilleure version de toi-même et tout. Malheureusement, on voit aussi beaucoup ça. Sur les réseaux et dans les magazines, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui véhiculent cette idée-là. Donc, voilà, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est dire qu'il y a plein de manières de méditer. Et donc, voilà, si vous entendez parler de méditation par ce biais-là, sachez que c'est pas ça. En tout cas, pour moi, et je crois vraiment que la méditation, elle vient quand même de courants spirituels qui datent de millénaires. Allez voir, quoi. Et je trouve vraiment qu'un pilier essentiel, donc justement dans ces courants spirituels, notamment le bouddhisme, c'est vraiment la sangha, c'est la notion d'être ensemble. Et donc pour moi, il n'y a pas méditation sans lien aux autres. C'est une pratique juste d'ouverture du cœur. Donc, mais je sais que c'est véhiculé parfois autrement. Donc là, pour le coup, même par rapport, en fait, je suis d'accord, mais par rapport à la définition que tu as donnée, qui est s'arrêter, écouter, agir, à quel moment ça se transforme en finalement, je suis quelqu'un de plus qui va agir pour le bien.
Moi, pour l'avoir expérimenté, ça te pousse à être plus empathique, ça te pousse à faire des décisions plus réfléchies, donc forcément moins de colère, moins d'aspects négatifs, des décisions plus justes. Oui. Mais comment... Écoute, moi, je trouve que ce moment d'arrêt, ce moment d'observation, pour moi, c'est le sas essentiel pour mieux rentrer en lien avec les autres et avec le monde. On est un peu comme des... Moi, j'utilise souvent l'image, tu vois, de cerveau sur des bâtons, quoi. Tu vois, on est là, déjà, on est quand même coupé de nos corps et donc de nos sensations, mais c'est nos sensations qui nous rendent vivants et attentifs et attentives aussi aux autres. On est des animaux, quoi. Enfin, tu vois, donc on est complètement bloqué dans nos têtes. Et donc, je trouve, moi, tu vois, j'ai dit que j'étais maman tout à l'heure, vraiment, ça fait partie de nos rituels. Moi, j'ai vraiment intégré ça et je vois à quel point ça nourrit notre famille d'avoir ces temps d'arrêt, de pouvoir dire, en fait, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Au contraire, je suis hyper heureuse. Je viens de passer une journée à Paris. J'ai rencontré un tel. Donc, de partager en fait tout ce qui est là dans mon expérience pour entrer en lien avec l'autre et pouvoir aussi dire et toi, c'est comment? Parce que sinon, toi, si on n'a pas ce moment-là, moi, mais t'as sûrement vécu ça aussi. En fait, des gens viennent vers toi et disent ah t'as vraiment l'air fatiguée. En fait, t'es là. Bah non, mais en fait, tu vois, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes, en fait, ils voient. Donc, si t'as pas ce moment, alors parfois, peut-être j'ai l'air fatiguée, c'est pas le sujet, mais tu vois, donc d'avoir ce truc où en fait, je vais pas aller me refléter dans l'autre, je vais aller voir avec curiosité ce qui est là et d'aller vraiment vers l'autre en étant vraiment en lien avec l'autre, dans cette même curiosité. Mais je pense que si on fait pas le pas, on rentre en lien, mais vraiment de manière très, très pilote automatique, instrumentale. Et vraiment, je trouve que justement, pour refaire le lien avec le féminisme et mon engagement aussi en lien avec le vivant, je crois que c'est vraiment le fait de changer notre relation, toi, de pas être... je pense au vivant, par exemple, mais c'était pareil avec les femmes il y a quelques siècles, et malheureusement, ça continue, même s'il y a quand même du progrès, mais voilà. Toi, avec les femmes, au siècle, tu vois, on parlait des siècles très misogynes, notamment le 19e siècle, mais en fait, les femmes, c'était vraiment des animaux, quoi. C'est des objets, avec le vivant. Aussi, quoi. Ouais, voilà. Mais avec le vivant aujourd'hui, tu vois, on voit bien le problème. C'est qu'on, moi, souvent, je pratique aussi l'éco-psychologie, enfin, j'anime des stages et on va vraiment beaucoup en forêt, mais l'idée, c'est pas d'aller parler aux arbres pour qu'ils nous répondent, c'est parler aux arbres pour que toi, tu changes ta relation que tu as avec l'arbre, avec la forêt, avec tous les êtres qui sont là, que tu vois pas. Et là, tu changes, t'es plus de sujet à objet, t'es de sujet à sujet, au fait. Et cette relation, ça change tout, en fait. Et donc, c'est ça. Tu vois, si tu prends pas ce temps, je crois que... Je suis d'accord. T'as jamais l'occasion de prendre le temps à regarder l'autre, à savoir... Et ce que t'as dit là sur être capable de parler de ses... pas de douleur forcément, mais ce qui se passe en toi. Ce qui est là. C'est... Avec mon ancien associé Maurice, on s'est rencontrés. Moi, je venais de me mettre à méditer. Lui, ça faisait longtemps qu'il méditait. Et je l'ai déjà dit à ce micro, mais on arrivait le matin, c'est horrible nuit, j'ai des pensées de merde en boucle dans ma tête. Et c'est grâce à ça que la journée se passait bien. Parce que quand on faisait pas, on arrivait, on râlait et on savait pas pourquoi. Donc, ok, c'est très bonne réponse, très intéressant. Donc, se recentrer, se connaître soi-même pour pouvoir aller vers l'autre, écouter et partager ce qui est en toi. Et vraiment faire du lien. Ouais, encore les liens. Et tu m'as dit, j'ai fait de l'humanitaire, ensuite j'ai fait émergence, j'ai médité, et je suis devenue féministe. Enfin, tu l'as dit en continuité, mais comment est-ce que la méditation t'amène vers le féminisme, toi? Alors moi, je pense que, donc comme je l'ai dit, depuis toute jeune, j'avais quand même cette conscience, cette envie de sauver le monde. Donc consciente. Alors, j'utilisais pas du tout ces termes-là, mais de mes privilèges. Enfin, tu vois. Donc moi, c'était vraiment ce prisme de la pauvreté, extrême pauvreté. Enfin, tu vois, il y avait vraiment cette question. Donc un truc face à l'injustice, quoi. Ouais, c'était vraiment ça. Donc c'est ça, c'est ce que je voyais. Voilà. Donc moi, je voyais ce truc de justice sociale et qui est toujours très présent en moi. Mais je dirais maintenant justice sociale, écologique, pardon, et enfin économique aussi. Il faut la justice économique, c'est ça. Mais c'est vrai que j'étais aveugle à la question du genre et donc c'est très marrant parce que je te disais que donc on a écrit plusieurs ouvrages collectifs avec Émergence et vraiment maintenant quand je me replonge puisque donc depuis maintenant 3 ans je suis dans cette aventure du matrimoine, donc d'ouvrir les yeux sur en fait cet héritage prodigieux, toutes les femmes qui ont créé, qui ont inventé, qui ont innové, qui ont exploré, qui sont complètement effacées, invisibilisées, des échos que ça a en nous, chez les hommes, chez les femmes, hein, donc pas uniquement, c'est pas une histoire de nana.
mais je sais que tu le sais. Et en fait, j'étais aveugle à ça. Donc, tu vois, parce que forcément, enfin, pas forcément, mais. Ce qu'on n'avait jamais dit. Oui, puis surtout, moi, je suis née donc je suis belge, mais voilà, j'ai pas eu enfin, j'ai pu avoir accès aux études. Enfin, tu vois, il y avait pas d'enjeu en termes de. Alors, bien sûr, il y en avait, oui, parce que comme dans toutes les familles, voilà, on me coupait sans doute plus la parole. Enfin, tout ça, oui, mais pas à des points, tu sais, de rupture. De révolution, quoi. Et surtout, c'était beaucoup moins visible et c'était pas nommé. Mais effectivement, les manuels scolaires, parlons-en, quoi. Tu vois, aucune héroïne, les romans, les machins, les auteurs. Mais donc, pour moi, il y a vraiment un lien dans ce truc de changer notre manière de regarder le monde. Et donc maintenant, je relis tout, mais c'est sûr qu'à l'époque, j'étais pas du tout. Ouais, en tout cas, j'étais pas consciente de ça. Par contre, féministe, je le suis quand même depuis un bon bout de temps. Ce que tu dis aussi, c'est que la méditation t'apporte un nouveau regard sur le monde peut-être plus complet. Oui, et puis je pense par contre ça me fait beaucoup de bien. J'ai l'impression que quand je dis que j'étais féministe depuis un bon bout de temps, c'est que j'étais révoltée, tu vois? Et donc forcément, moi qui ai quand même travaillé pendant 7 ans dans différents projets, dans différents pays d'Afrique francophone, ben voilà, des situations d'injustice envers les femmes terribles. Ouais. Et donc je revenais quand même de ces missions avec une colère, un sentiment d'impuissance, vraiment des émotions vraiment très, très fortes. Tu es face à des injustices beaucoup plus fortes que simplement ce que tu avais Oui, chez et puis toi. me sentir aussi, tu sais, donc je travaillais pour une asso qui était financée par le gouvernement belge, donc je me sentais un peu comme cette bonne conscience alors que voilà, notamment, nous on travaillait beaucoup, en République démocratique du Congo, qui est une ancienne colonie belge où Yes. voilà, là, finalement, ouais, mais ça continue. Enfin, je veux dire, c'est plus, la colonisation politique, mais bon, parlons-en, n'en parlons pas. Et donc je crois aussi quand tu m'as demandé comment je suis arrivée à la méditation, il y avait peut-être ce que j'ai répondu qui était, au fond, tu vois, il y avait une partie de mon travail qui était d'amener les gens sur ce chemin. Je le connaissais pas, mais il y avait aussi, je crois, une fatigue terrible, de l'empathie, parce que pour le coup, on pourra peut-être parler de cette différence entre empathie et compassion. Ça, c'est vraiment un sujet qui est vraiment le sujet de Mathieu Ricard et que vraiment, je trouve que ça a aussi changé en partie ma vie, la manière de me relier aux injustices. Et c'est vraiment, ça fait partie de ce bien-être militant, tu vois. Je sais que ça te parlera. Tout à fait. Et bref, et donc je pense qu'en étant comme ça tout le temps confrontée et en n'ayant pas d'outils pour prendre soin de moi, en fait, tu vois, j'ai des proches je devenais un peu cynique, et puis très centrée finalement sur moi, entre Sur ton guillemets. ressenti. Ouais, sur mes ressentis, mais du coup, il n'y avait pas de place pour accueillir les autres. Ouais. Pendant ce temps-là, il y avait mon papa qui vieillissait, il y avait tout ça, tu vois. Donc, et je crois vraiment que le fait d'avoir pu me mettre sur ce coussin, ça m'a permis de faire la part des choses entre moi et le monde et entre toutes ces actions. Et puis voilà, Prendre du recul peut-être. voilà et puis comment on se relie à la vie qui existe au-delà de ça, voilà, comment mettre du sens aussi dans des choses, enfin, on pourrait se sentir parfois complètement halluciné, quoi. Ouais. Et ouais, il y a pas longtemps, Elias, donc mon compagnon, m'a cité une phrase, je pense qu'une phrase de Google qui disait, voilà, on peut indéniablement, alors c'est pas la phrase telle quelle, hein, mais voilà, le monde va mal, mais c'est pas parce que le monde va mal qu'on ne peut pas continuer à aimer la vie. Et tu vois, je crois que c'est peut-être ça que la méditation m'a amené je crois que depuis, je te disais tout à l'heure au resto que j'étais, je pense, au-delà du désespoir pour certaines choses. Ouais. Mais je crois que c'est ça, c'est que étant parfois sidérée, Ferme pas les yeux sur le. voilà, mais du coup, tu te dis, on on n'a plus le luxe d'être optimiste. Et donc, agissons, mais agissons sans porter tout sur nos épaules. Donc, en se disant, voilà, on verra pas les fruits, on suit le chemin, en fait. Et donc, le chemin fait du sens, on prend soin de nous, et donc on voit aussi, on célèbre la beauté de la vie parce que, justement, conscient et consciente que, quand même, c'est pas super bien barré. Tout le monde n'a pas la chance de faire ça, quoi. Ouais. C'est beau. Et ça, en fait, c'est une question que je vais te poser après, mais tu y as déjà un peu répondu. Donc, en fait, tu restes consciente de cette réalité, et que il y a plein de choses qui vont mal, mais tu concentres peut-être ton énergie et tes sensations sur la partie qui va bien. Ben, du coup, c'est... Oui, ouais, je crois que c'est je suis reconnaissant peut-être de. Oui, tout à fait. Je t'ai parlé tout à l'heure d'éco-psychologie. Peut-être tu connais la militante Joanna Macy. En fait, donc c'est je dis une militante. En fait, c'est une femme incroyable qui a 95 ans. Elle a 95 ans. C'est une érudite bouddhiste.
qui vit aux États-Unis et qui est une grande militante. On la cite parfois parmi les écoféministes, même si elle se définit pas comme une écoféministe. Elle luttait depuis les années 70, donc 70, sur les questions du nucléaire à l'époque. Donc, tu vois, ça a été un des moments qui a vraiment créé un sursaut dans l'écoféminisme. Et puis, il y a eu un moment, tu vois, dans les années 90, 2000, où ça s'est complètement tué. Et puis maintenant, ça revient très fort, l'écoféminisme, on s'en réjouit. Donc, Joanna Macy, elle a créé donc ce répertoire de pratiques, ça s'appelle le travail qui relie. En français, c'est un peu space comme terme. En anglais, c'est the work that reconnects. Okay. C'est plus parlant. Ouais. Parce que ce truc de travail, les gens se disent, c'est quoi? The works. Donc, le works. Travail qui relie. En fait, c'est ça, mais toi, en anglais, le mot work, c'est pas comme le travail chez nous. Enfin, c'est un peu, c'est peut-être un processus, tu vois. Ça serait plus comme le processus. Et donc, ce travail, donc, qui est fascinant, hein, si vous avez l'occasion. Donc, allez voir. Parce qu'il ouais, donc vraiment, en français, c'est connu. Il y a plein de praticiens, de praticiennes qui se forment et qui proposent des ateliers de travail qui relient. Donc, du coup, ça peut se faire en un atelier de 3 heures, comme ça peut se faire en un séjour d'une semaine, ou ça peut se faire en des processus de 3 mois, au fond. Et tu passes par une spirale de 4 étapes. La première étape, c'est la gratitude. Donc, s'ancrer dans la gratitude. J'y réponds parce que c'est vraiment, ça fait partie de ce cheminement. C'est fantastique. Le deuxième, c'est honorer. La gratitude, c'est vraiment être reconnaissant et dire merci. Oui, en fait, je pourrais les détailler si tu veux après, mais il y a vraiment la gratitude, un autre terme dans la recherche, parce que c'est une émotion qui est étudiée depuis quelques décennies maintenant par la recherche, alors qu'avant, la recherche elle s'intéressait en psychologie que à nos affects négatifs. Les temps ont changé. Et donc, la gratitude, ça s'appelle en anglais, enfin, en français, excuse-moi, dans le langage de la recherche, l'orientation reconnaissante. Et au fait, je trouve que c'est chouette de dire ça parce que gratitude, parfois, comme moi, on a été. La religion. Voilà, la religion, c'est un peu. Ça pue un peu. Et en fait, quand on parle d'orientation reconnaissante, c'est pas de dire tout va bien, youpi, youpi, le ciel est bleu, même si quand même on est content que le ciel soit bleu. C'est juste de pouvoir observer ce qui va bien. Et du coup, ça nous relie aussi à peut-être toutes les mains tendues, tous les gens, de nouveau, les liens qui font que on s'est rencontrés, que ceci, que cela, les liens d'inspiration, les liens de l'éducation, enfin tout ça. Et donc, s'ancrer dans la gratitude comme un antidote aussi à notre société de consommation qui, en fait, met tellement l'accent sur tout ce qui nous manque, tout ce qui ne va pas. On parlait des médias tout à l'heure. Donc, vraiment, cette étape. Et puis, deuxième étape, honorer nos deuils, enfin, nos peines pour le monde, honorer notre peine pour le monde. Et là, vraiment... Et donc, comme je te disais, c'est un répertoire de pratique. Donc, il y a vraiment des exercices qui sont en plus complètement open source, quoi. Tu vois, donc, elle a écrit un bouquin, tout est dedans. Là, bien sûr, l'idée, c'est de se former, tu vois, de suivre des ateliers, mais il n'y a pas de formation qui coûte 10 000 $ pour être praticien en écopsychologie. C'est super, d'ailleurs. Et donc, honorer notre peine pour le monde. Donc là, c'est vraiment de parler de nos éco-émotions, tu vois, qui c'est pas toujours facile de parler de ça. Soit on plombe l'ambiance, soit on se fait engueuler, soit, tu vois... Nous-mêmes, on n'a pas envie de se mettre face à cette Voilà. pression. Donc là, c'est vraiment d'avoir un lieu, de nouveau, un safe space pour dire, OK, comment on fait face à notre vulnérabilité, à nos peurs, à notre colère, blabla. Et tu dis honorer, donc ça veut dire même dire... Merci qu'elle soit là parce qu'en fait, grâce à ça, tu vois, et puis ça nous permet, en fait, il y a un autre praticien qui s'appelle Michel Maxime Egger, qui est suisse, qui est aussi un relais important dans cette pensée de l'écopsychologie, qui lui parle de ses peines comme quelque chose qu'on peut composter. Et que grâce, tu vois, vraiment à la manière du compost, donc vraiment grâce à ces larmes qu'on va peut-être laisser couler sur le sol, ça va permettre de faire fleurir. Bon, c'est un peu poétique à 2 balles, mais c'est ça, tu vois, c'est vraiment comment est-ce qu'en fait ne pas se dire, je suis trop. Parfois on nous dit, t'es trop sensible, mais en fait non, c'est comment est-ce qu'on fait on n'est pas trop sensible, on n'est pas trop anxieux. Enfin, je veux dire, tu vois, le monde va vraiment très très mal. Donc au contraire, on a besoin de ces gens qui osent faire face, parce que justement, souvent, c'est parce qu'on est dans le déni, parce que justement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce que je ressens? C'est plus facile d'être dans le déni. Plus facile, et surtout, on n'est pas équipé pour, tu vois. Donc, deuxième étape. Et puis, troisième étape, changer de regard. Donc là, on en a parlé longtemps depuis le début de ce podcast. Donc, prendre conscience, par exemple, de notre interdépendance. Et donc là, il y a plein de pratiques, tu vois, où on se relie à tout le vivant, ces fameuses marches du temps long, enfin, des trucs géniaux. Il y a plein de processus. Et puis, la dernière étape, c'est aller de l'avant. Et là, c'est très concret. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plus petit pas possible? Et là, on fait du réseautage, on réfléchit, quelle initiative existe déjà, parce que tu vois... On parle de ce qu'on vient de faire. Oui, et puis souvent, tu vois, dans les médias, comme je le disais, on parle beaucoup de ce qui ne va pas, et heureusement aussi, mais par contre, ce monde, souvent on parle du monde d'après, mais moi je dis toujours, le monde d'après, il est là. C'est juste que, tu vois, on l'incarne, et puis surtout, soutenons-nous, visibilisons-nous. C'est comme ça qu'en fait, ce nouvel élan, il
il va prendre le dessus. Ouais. Parce que ce nouveau monde, il est là. Donc, ces 4 étapes-là. Et donc, je te dis, il y a plein de processus. Et ça, c'est quelque chose que moi, je relie très fort à ma pratique méditative. Donc, j'anime des stages et du coup, j'y mets plein de méditations. Après si les personnes, tout le monde n'est pas méditant, tous les praticiens n'y mettent pas de la méditation. Tu peux y mettre du mouvement, tu peux y mettre d'autres choses. Mais moi, j'adore, j'avoue. Ouais. Ça a l'air extraordinaire. Ouais. Merci pour ce partage. Est-ce que j'hésite entre te demander de parler du matrimoine ou de Donne-moi des ailes, mais peut-être que tu nous parlais de Donne-moi des ailes et ça nous amènera au matrimoine. Tout à fait. Alors, Donne-moi des ailes, c'est un podcast, c'est une aventure. E2LES, toujours. Ouais, E2LES. C'est un podcast que j'ai lancé avec Alexandra Huguetto, une amie que j'ai rencontrée d'ailleurs sur un plateau radio. Donc, tu vois, pareil, la vie qui t'offre des rencontres qui changent ta vie. Et donc, en gros, ce podcast, il est né vraiment d'une volonté. On s'est rejointes sur le fait... c'était vraiment donc, une rencontre. Donc, tu vois, on était invités à une émission, une matinale. Et puis, on sort du plateau de radio. On avait interagi pendant 1 heure, mais tu vois, autour de nos bouquins respectifs. Donc, on ne se connaissait pas. On sort du studio, on marche jusqu'au métro. Et là, sur le laps de temps, ça a duré 5 minutes, peut-être 10 minutes. On a parlé de ces femmes qui étaient invisibles dans l'histoire. Alors pourquoi, je ne me rappelle plus. Toujours est-il que 3 mois plus tard, elle me proposait qu'on en fasse un podcast, au fait. Pour visibiliser. Donc notre podcast, il a vraiment cette visée inspirationnelle. Donc c'est vraiment lié au matrimoine. Donc le matrimoine, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment cet héritage culturel au féminin. Donc tout ce que les femmes, les penseuses, les athlètes, les génies, les écrivaines, les exploratrices, toutes des peintresses, vraiment il y a tous ces métiers et tous ces noms qui d'ailleurs ont été effacés aussi par l'Académie française. Et donc tout cet héritage qui nous a été ravis. Ouais. Et c'est marrant parce que le mot matrimoine, moi je l'avais jamais entendu. Mais pareil, il a été effacé aussi. Le mot patrimoine, c'est tout ce qu'on a reçu. Voilà, sauf qu'en fait, ça vient de notre père. En fait, ouais, mais ce qui est fou, c'est que... et le matrimoine, on l'explique à chaque fois, ça nous fait sourire, c'est que le matrimoine, c'est un mot qui existait au Moyen-Âge. Donc, il y avait le patrimoine et le matrimoine. Donc, le matrimoine, c'était transmis par la famille de la mère, patrimoine par la famille du père, pour tout le monde. Et puis, en fait, il y a eu un glissement sémantique et après quelques siècles, ça n'existait plus. Tout ce qui est transmis, c'est le patrimoine. Voilà. Et donc, et de nouveau, nous, on dit souvent, parce qu'on n'est pas des... on n'est pas des excités dans le sens où... bon, déjà, c'est pas un mot qu'on invente, c'est un mot qui existe, mais ce que je veux dire, c'est que si le mot patrimoine désignait l'héritage commun de l'humanité, nos problèmes, ça fait patrimoine, on s'en fout, mais sauf que là, en fait, dans la réalité, quand tu regardes les journées du patrimoine, quand tu regardes les noms qui sont donnés aux établissements scolaires, aux hôpitaux, quand tu vois les noms de rues, mais ce ne sont que des hommes. Et en fait, c'est pas... se changer très doucement. Ouais, mais très, très, très doucement. C'est vrai que ça change, mais c'est vraiment anodin. Et du coup, le changement est anodin, mais par contre, ce n'est pas anodin, cette invisibilité, parce que, à nouveau, un des retours qu'on a parfois, c'est de dire, mais franchement, à quoi bon? Il n'y a pas de cause plus importante. Ouais. En fait, pour moi, c'est la source de tout un changement de regard. C'est qu'au fond, en s'ouvrant à tout ce qui nous a été ravi, on s'ouvre aussi à des poids qu'on porte, mais hommes et femmes, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant, le matrimoine. Donc, comme on l'a dit, à l'origine, le matrimoine, c'était vraiment une question d'héritage qui était transmis aux hommes et aux femmes de la famille. Ouais. Mais pour moi, le matrimoine, et c'est pour ça que dans le podcast, on interroge des femmes et des hommes, parce que pour nous, c'est évident que c'est une question essentielle pour les femmes et pour les hommes. Ouais. Parce que sinon, si les hommes ne restent qu'inspirés que par des hommes, non. Ça marche pas. Et donc, voilà, donc dans Donne-moi des ailes, il y a vraiment cette visée inspirationnelle, donc d'inviter chaque mois une personnalité qui va nous parler, qui va se raconter. De nouveau, on revient au lien, qui se raconte à travers ces liens d'inspiration avec 2 femmes. Et donc, du coup, on leur demande quand même que ce soit des femmes relativement connues, parce que très souvent, en tout cas, les hommes, ils veulent nous parler de leur mère. Bon, c'est vrai que c'est super parce que la maternité, j'ai dit, moi tu vois, j'ai ajouté que j'étais mère. C'est vrai que c'est quelque chose qui est super, mais on peut être mère et on peut aussi ne pas être mère et faire plein de choses fantastiques. Et souvent, tu vois, les femmes, c'est pour ça, c'est ça le problème, c'est que moi, j'aime aussi la complexité. Moi, j'adore mon rôle de mère. J'ai commencé par dire que la présence de ma fille avait changé ma vie, mais pour autant, on peut se réaliser d'autres choses en n'étant pas mère. Ouais. Moi, ça a été, tu vois, un déclic, mais comme il y en a eu d'autres. Mais par contre, on nous a tellement dans l'histoire ramené à ce rôle, et ça revient là, réarmement démographique. Ouais. Et donc tu vois, moi je suis très très vigilante à ça, tu vois, je vois à quel point ça m'a nourrie, mais je vois que c'est un écueil dans lequel on peut vite glisser, et donc je suis très vigilante là-dessus.
Et surtout parce qu'on nous a réduites à ça. Donc, c'est pour ça qu'on doit souvent rappeler « Non, mais ne parlez pas de votre mère. On adore ça, mais tu vois, non. » C'est marrant. Ouais. Ma personne la plus inspirante, ma mère et ma grand-mère. Et j'en ai écouté quelques-uns qui sont vraiment fantastiques. Allez voir, Donne-moi des ailes, je mettrai le lien dans le podcast. Merci, Clément. Non, c'est inspirant. Et la manière dont... moi, c'était Frédéric Lenoir, peut-être. Oui, c'était le premier. Il parlait de... Petit Soum. Exactement. Ouais. C'est des femmes. Et de Nanda Moyi, une érudite. Et on a écrit un bouquin aussi. Et ce bouquin, je le conseille si vous avez envie d'en savoir plus sur le pourquoi. Parce qu'en fait, dans le podcast, ça se veut vraiment... alors, joyeux, c'est peut-être exagéré, mais tu vois, léger. Ouais, good vibes. Le bouquin, honnêtement, c'est moins good vibes parce que quand on a commencé à creuser les raisons, on était un peu en train de se décomposer. Okay. Et on s'est dit, est-ce qu'on doit vraiment en parler ? Oui, on doit vraiment en parler. Okay. De ce truc, de ces siècles de misogynie orchestrée, tu vois, d'invisibilisation. Parce que, en fait, pour répondre à ta question, c'est Michel Perrault qui a parlé de ça. Elle parle du mythe. Donc, Michel Perrault, c'est une immense historienne française qui est aussi très âgée. Elle a plus de 90 ans. Elle est incroyable. Ça a été une des pionnières dans l'histoire des femmes. Et elle parle du mythe de la femme empêchée. Et en fait, ce mythe de la femme empêchée, on a tous été contaminés par ce mythe. En tout cas, moi, avant Donne-moi des ailes, j'y croyais. C'est-à-dire, ah oui, mais les femmes, c'est normal, elles n'aient pas pu créer parce qu'elles étaient au foyer. Et en fait, on nous a remplis de... Enfin, on nous a vraiment endoctrinés, si tu veux. Ouais. Vraiment, c'était très présent dans nos consciences que les femmes, les pauvres, quoi, tu vois. C'était comme ça, c'était mal réparti. Mais au fond, c'est pas bien que la charge repose sur les femmes, on est OK. Mais en fait, malgré ça, et Dieu sait que DSC, on va dire, plutôt que au siècle passé, c'était encore pire, tu vois, en termes de charge. Mais il y en a plein qui ont créé. Donc, elles portaient la responsabilité de la famille. Et elles créaient. Ouais. Et donc, il y a vraiment eu, c'est ça qui nous a vraiment... ça nous a frappé, Alexandra et moi, quand on a commencé à approfondir pour le bouquin. Se dire, ah ouais, OK, donc c'est pas qu'elles n'existaient pas. C'est qu'elles ont été effacées délibérément. Là, tu te dis, OK, mais waouh. Donc, si vous êtes intéressé, franchement, c'est une enquête, c'est sympa, c'est publié chez Jouvence, ça se lit vraiment facilement. Là encore, tu vois, il y a ce truc de, je pense, ça me vient d'émergence, de dire, OK, comment on vulgarise ? Parce que pareil, il y a plein de féministes, nous, on leur rend famage, pour pas dire hommage, tout le temps, tu vois, Titiou Lecoq, il y a plein de chercheuses, des sociologues, des historiennes, il y en a plein. Alors, Titiou, elle a vraiment rendu accessible. Hein. Ouais. Mais sinon, souvent, c'est des travaux universitaires que du coup, ils ne sont pas forcément faciles à... Donc, on a vraiment voulu, dans ce sillage-là, rendre accessible. Bah, merci, bravo. Très beau combat, en fait. Hein. Ouais. J'ai une autre question, mais j'ai eu beaucoup de mal à la tourner. Mais dans ce que tu me dis, t'es quelqu'un de très engagé, t'as tes combats. Ouais. Le féminisme, mais globalement, tout ce qui est injustice et discrimination. Et de l'autre côté, tu aimes le lien, donc tu aimes autrui et profondément, ce que je ressens, c'est que tu as envie d'être connecté aux autres, quoi. Comment tu fais alors pour gérer quand autrui est complètement opposé à toi ou complètement hermétique à tes combats, enfin voilà, opposé? Comment tu gères cette relation? Alors là, c'est vraiment super comme question parce que tu l'as très bien tournée. Donc moi, je suis un peu plus âgée que toi, j'ai 40 ans et je pense que l'âge m'aide pour le coup à ça. Je crois que j'étais beaucoup moins sage. Alors, de nouveau, on peut être très sage plus jeune, mais moi, c'était pas mon cas. J'étais très... tu vois, donc je méditais moi aussi, tu vois, et j'étais... Alors, je sais pas comment le tourner. Je vais essayer de pas être non plus... c'est une question difficile. Hein. Ouais, non, mais je vais pas être réductrice. C'est qu'au fond, pour moi, la méditation, elle sert pas à tout accepter. Mais par contre, je crois que grâce à la méditation, j'arrive à mieux comprendre de là où parle l'autre. Okay. Donc, d'être moins jugée. Je pense que c'est super de pouvoir être en désaccord parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on crée le lien, qu'on fait société. Mais moi, je pense que j'avais beaucoup de jugement sur les personnes qui pensaient pas comme moi. Tu vois, avec cette idée de penser savoir. Mais bon, je crois qu'on est beaucoup dans ce truc-là. On voit bien avec le Covid maintenant comment, tu vois, c'est très polarisé, etc. Donc, j'essaye vraiment, mais je crois que c'est vraiment la pratique. Et puis, oui, la présence d'Ilios, mon compagnon, qui est aussi plus sage que moi à ce niveau-là. Et la vie me donne raison. Je vois vraiment que le fait de regarder avec amour, de comprendre, ça ne veut pas dire excuser, mais de voir d'où les gens parlent, parce que parfois, ils parlent de leurs blessures.
de leur tu vois, conditionnement, des lunettes qu'ils n'ont pas encore enlevées. Répété, c'est comme ça, à 25 ans, tu répètes. Et donc, je pense vraiment que moi, j'aime vraiment l'idée d'accompagner, tu vois. C'est ce qu'on fait avec Donne-moi des ailes. Tu vois, moi, je le dis, moi, avant de rencontrer Alexandra, donc j'avais ces germes en moi, donc j'étais féministe et j'étais engagée, mais je voyais pas ça, par exemple. Tu vois, le truc qu'on vivait dans un monde d'hommes créé par les hommes pour les hommes, tout ça, je le voyais pas. Il y avait, pourtant, tu vois, je faisais de l'autodéfense, j'avais conscience de plein de choses, mais ça, je le voyais pas. Mais quand tu vois pas, tu vois, tu vois. Ouais. Et donc, je trouve vraiment que ça m'a rendu, et ça m'a rendu très humble de me dire, ça sert à rien de vouloir changer l'autre. Tu vois, je crois que il y a un dicton qui dit, on peut pas faire boire un âne qui a pas soif. C'est un peu bizarre comme dicton, mais tu vois, je veux dire, non, mais tu peux pas. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que tu vas rejoindre pour guider, comment on fait. Et nous, on le fait, je pense, dans Donne-moi des ailes avec douceur, d'amener, toi, de montrer là où c'est lumineux, plutôt que de dire vraiment on n'est pas assez loin, parce qu'on le sait qu'on n'est pas assez loin, mais si on continue à dire ça, donc toi dans le livre on est un petit peu plus là-dedans, même si c'est aussi chouette, mais c'est plus, tu vois, on constate de manière historique, de manière assez sourcée, enfin très sourcée même, donc forcément c'est un peu plus, tu vois, il y a des pages, là tu te dis c'est quand le prochain chapitre, parce que vraiment c'est dur. Dans le podcast on a choisi vraiment d'accompagner en disant voilà, regardez, il y a ces penseuses-là, et il y en a plein, il y a des retours. Admire ces penseuses. Oui. Et puis on a des retours incroyables de dire, mais moi, je n'avais aucune idée il y avait déjà une penseuse qui. Enfin, et donc ça questionne beaucoup, tu vois, notre système éducatif notamment. Mais ça va changer, hein, c'est en train de changer. Donc, ça va changer en direct. Mais donc voilà, donc moi je crois que pour répondre à ta question, je crois que la méditation, elle me permet justement cette pratique. On en parlait d'être en lien conscient, on va dire, donc de vraiment observer mes jugements, observer mes a priori. C'est cette première pensée qui disent mais quel con, en fait, tu te dis non. Ouais, de voir, essayer vraiment avec la même curiosité, tu vois. Donc je pense que plus aussi tu travailles cette curiosité envers toi. Enfin moi, et puis en plus c'est super parce que très souvent, en fait, ça nous relie à notre commune humanité. Je pense qu'il y a peu de psychopathes, il y en a, malheureusement, ils sont beaucoup au pouvoir, mais pour le reste, il y a plein d'humains blessés, humains qui ont vécu des choses hyper terribles dans leur enfance. Enfin, tu vois, donc, à nouveau, c'est pas parce qu'on a été humilié dans l'enfance. Tu vois, à nouveau, j'essaie d'être c'est pas blanc et noir, complexe, on est conscient, mais je pense vraiment que moi, ça me révèle des bonnes surprises, tu vois. On a beaucoup plus en commun que ce qu'on croit. Et c'est Déborah qui disait la même chose à ce micro. Elle parlait avec les enfants, pour le coup des mineurs, les mineurs qui ont des problèmes avec la justice. Elle disait, mais en fait, tu te dis, je n'ai rien à voir avec eux, mais en fait, tout ce qui est profond. Moi, je me rappelle avec Émergence notamment, donc c'est vrai que j'ai parlé de ce qu'on fait pour le grand public, mais on est aussi très engagé pour les publics plus vulnérables, et notamment on a fait des ateliers de méditation en prison. Grâce à une directrice de prison formidable à la prison de Leuze-en-Hainaut en Belgique, parce que souvent il faut aussi que ça vienne de la direction. Si tu vois, si toi tu veux aller dans un milieu comme une prison, si t'as pas la hiérarchie qui à un moment veut faire bouger les choses, ça reste très très compliqué. Donc elle et son équipe, incroyable. Et donc on avait mis en place non seulement des ateliers de méditation, aussi des ateliers de chant, de musique. Et bon, il y avait plein d'autres choses, des cercles de pardon. Et au niveau de l'atelier de méditation, Ilios, mon compagnon, qui avait été donné cet atelier, me disait, mais c'est fou. On avait réussi à obtenir de la prison, du ministère de la Justice en Belgique, on avait obtenu, et on n'a pas eu le droit pendant longtemps, malheureusement, que des séances soient organisées où étaient mélangés personnel encadrant, donc les gardiens, les gardiennes, la hiérarchie, la direction et les détenus. Et les détenus pouvaient être en civil, ils ne devaient pas être en uniforme. Et donc moi, j'ai pas eu la chance d'animer ces séances. Ilios m'a raconté, c'était bouleversant. Il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'après, ils ont dit non, malheureusement. Peut-être c'était trop. C'est trop, et écoute, c'était émouvant. Ilios avait les larmes aux yeux et il me racontait, en fait, mais on est les mêmes. Et le truc, c'est qu'il y en a qui sont d'un côté des barreaux et les autres de l'autre, mais on est les mêmes face à ces émotions dont on ne sait pas quoi faire. Tous ces gens, quand ils faisaient des petits tours de parole, tu vois, c'était vraiment des séances, tu vois, où on médite et puis on partage un peu. En fait, ils sont passés à l'acte parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à gérer leurs émotions. Et donc, tu vois, de nouveau, le système éducatif, si on nous apprenait c'est une richesse. Cette année, les journées d'émergence, le thème, c'est les émotions, mais c'est une richesse inouïe, ça nous met en mouvement, et parfois pour le pire. C'est d'ailleurs la définition d'émotion. Mais voilà, et mon verré. Et donc, tu vois, du coup, je trouve vraiment que ça, donc je l'ai pas vécu, mais toi, ça me donne des frissons. Et ça, c'est marrant, tu vois, parce que pour revenir à cette question du partage social des émotions, en fait, c'est prouvé que
quand on te raconte, donc là, en l'occurrence, tu vois, je parle d'Elios qui a animé ces ateliers, on peut être nourri alors qu'on l'a pas vécu nous-mêmes, tu vois. Et c'est prouvé. Donc, dans notre cerveau, si tu veux, là, toi et moi, on a des trucs qui se passent de savoir que ça se fait. Et apparemment, ça peut même se transmettre après, tu vois, à nos enfants. Et donc, ça, c'est mon espoir. Tu vois, on en parlait de c'est quoi l'espoir? C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est qu'en fait, ça peut changer le changement de culture, au fait. Donc, voilà, peut-être je réponds à une question que tu voudrais poser plus tard. C'est mais extraordinaire, c'est l'excellente transition. Parce que ma dernière question que j'aime demander, je me rends compte qu'il faut que je l'explique un peu. Si tu étais un peu utopique avec l'espoir, comment tu vois notre civilisation, l'humanité dans 200 ans ou dans plus? Alors pour moi, c'est très facile cette question, c'est rigolo parce que justement dans les pratiques d'atelier de travail qui relie, dans cette étape du changement de regard, on propose, en tout cas, il y a plusieurs exercices, mais il y en a un qui est vraiment une visualisation où on propose, mais on pourra le mettre en lien si tu veux. Moi, je l'ai enregistré, donc on pourra le mettre en lien si tu veux, où on propose en fait de t'imaginer, alors là, c'est pas dans 200 ans, c'est dans 50 ans, de t'imaginer dans un milieu, un endroit que t'aimes beaucoup, où en fait, tu n'as pas changé. Donc, tu as un peu vieilli, mais typiquement, tu es le même. Par contre, toutes les crises majeures auxquelles l'humanité fait face aujourd'hui ont été résolues. Et en fait, on te propose on te dit donc, dans la guidance qu'il y a une petite fille qui s'avance vers toi et qui te demande comment vous avez fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on entend des histoires, on raconte, il y a des chansons qui racontent ce que vous avez fait, le courage que vous avez eu. Et je trouve que dans cette pratique qui s'appelle la petite fille du futur, et il y a d'autres pratiques comme ça qui te mettent en fait en condition. Donc ça veut dire que en fait c'est hyper empuissançant. Tu vois, nous en fait souvent ce qui nous empêche d'agir, c'est qu'on voit le magma, on voit le tunnel dans lequel on s'engouffre. Claire Nouvian, qui était intervenue il y a pas longtemps en rencontre altruiste de Carouna, elle disait là il faut avoir conscience qu'on est dans un tunnel. Mais rappelons-nous Jean Moulin, rappelons-nous au moment au temps dur de l'histoire, il y a eu des gens, des femmes et des hommes qui ont cru. Donc on n'a pas lâché, mais justement ce qui peut aider, c'est comme tu disais, les 200 ans, c'est un peu les 7 générations, tu vois. On se dire, moi très souvent je me relie à ça, je visualise pas du tout un lieu utopique, mais n'empêche que oui, utopique peut-être, mais utopique en tout cas tu vois, je crois qu'on se permettre de rêver. Mais on doit vraiment, moi je pense qu'une des clés du changement qui permettra justement des jours meilleurs, c'est qu'on réensemence nos imaginaires pour le futur. Et c'est un travail que Cyril Dion fait beaucoup et plein d'autres, tu vois, de nous donner à voir la transition, l'écologie de manière positive. Et donc, nous, quand on fait cette visualisation, tu vois, c'est de la visualisation, donc on laisse les gens évidemment trouver leur chemin, mais on leur dit, mais tiens, on parle de l'habitat, comment est-ce qu'on pourrait habiter, ce serait comment l'alimentation, est-ce que ce serait des marchés, et donc tu vois, on permet aux gens d'aller dans ces possibles ouverts où il y aurait beaucoup plus de coopération, le transport, tu vois, on leur propose d'imaginer, mais tiens, comment est-ce que vous vous déplacez dans cette ville, dans ce milieu où vous vivez, et c'est hyper puissant parce que du coup, tu te dis, ok, on peut y arriver. Et donc moi, ma petite action que je vais faire, tu vois, l'étape d'après, aller de l'avant. En fait, ma bagnole ou mon scooter, peut-être je peux le lâcher un peu plus, tu vois. Tu veux faire des choix. Ouais, parce que du coup, le monde d'après, il est là. Et donc, tu vois, ça dépend pas que de moi, donc je me fatigue pas. Mais par contre, ça dépend aussi de moi pour que moi, je me sente bien et que je continue à rêver et à me relier à l'amour de la vie, quoi. C'était fantastique. Une très belle réponse, merci. Merci Clément. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!